On repasse au français et j'ai vraiment le grand plaisir, tout en étant très malheureuse pour tout le monde et pour lui en particulier, de vous dire que à la fois José Beltrán est là et à la fois José Beltrán n'est pas là. Donc il n'est pas dans la salle, il est sur l'écran. Un problème technique l'a empêché de nous rejoindre aujourd'hui. Et donc, comme organisatrice et organisateur, nous avons pris le parti, puisque tout était prêt, sa communication en particulier. Donc il est en train d'apparaître, il arrive, il est à Halle. Je profite, voilà, le voilà, il est apparu. Je suis très heureuse donc de vous présenter notre collègue José Beltrán, qui est un grand voyageur, un grand scientifique voyageur, puisque son parcours académique l'a emmené depuis très longtemps de l'Espagne à la France, de la France à l'Italie, de l'Italie à bien d'autres lieux encore, et finalement l'Allemagne, où il est aujourd'hui. José a travaillé, et son livre est très attendu, sur le voyage naturaliste de Charles Plumier, auquel on faisait allusion ce matin déjà. Et il a beaucoup travaillé sur la dimension visuelle de ces voyages. Et je ne sais pas s'il peut parler maintenant. Bonjour. Ah, ben voilà. Bonjour, et je vais commencer. Vous m'entendez bien, hein? Avec mes excuses et mes remerciements les plus sincères, je suis absolument navré de n'avoir pas pu à la toute dernière minute vous joindre en personne. Mais ce qu'on a appris, alors qu'on en rêve d'abandonner les hybrides, mais ce qu'on a appris ces 2 dernières années et qu'on a pu le rappeler dans ces colloques pour d'autres contextes, je disais, c'est qu'on n'est pas maître des circonstances du voyage. Donc, je regrette de rater la meilleure partie du colloque, qui est le terrain de la rencontre, mais je remercie énormément les organisateurs et le comité scientifique de leur invitation et de me donner l'opportunité d'intervenir à distance. Et merci surtout aux participants de encore supporter une tête sur l'écran à la 1984. Et on m'a demandé de participer à la discussion à partir d'un cas qui est au cœur d'une monographie basée sur ma thèse, une monographie que j'ai passé plus de temps à finir qu'à écrire, mais bon, et qui devrait paraître, si tout va bien, en 2023. Et dans ce travail, je vise à écrire... Vous voyez passer la présentation? Oui. Dans ce travail, à écrire une biographie non pas d'une personne ou d'un livre, mais d'un objet au contour physique beaucoup plus flou. C'est une archive naturaliste dont on peut retrouver aujourd'hui une grande partie, mais pas toute, au Muséum d'histoire naturelle de Paris, que nous connaissons tous bien dans la salle, sous la forme d'une trentaine de volumes élégamment reliés que vous voyez sur la présentation, je l'espère en tout cas. L'archive telle qu'on la retrouve ici est avant tout un recueil iconographique composé d'à peu près 3000 dessins élaborés à la fin du XVIIe siècle par Charles Plumier. Religieux de l'ordre catholique des Minimes, dessinateur doué, botaniste confirmé et navigateur fortuné des mondes du patronage dans la France de Louis XIV, Plumier fait 3 voyages aux Antilles françaises dans les années 1680 et 1690. Il le fait sous la protection de la couronne française et pour au moins un de ses voyages, peut-être 2, mais sûrement, probablement 1, avec le titre honorable de botaniste du roi. Sur les pas des missionnaires et auteurs célèbres des relations de voyage, comme le français Jean-Baptiste Dutertre, et contemporainément aux travaux de l'anglais Hans Sloane en Jamaïque, Plumier parcourt les îles françaises des Caraïbes pendant un total de 7 ans. Sous forme notamment graphique, Plumier inventorie des milliers de plantes, décrit des centaines de coquilles, oiseaux et poissons, et anatomise des reptiles et des amphibies insulaires. Pour certains de ses contemporains, et en fait un bon nombre de ceux qui le suivent, Plumier incarne l'idéal d'un naturaliste d'un type nouveau. Pour son contemporain Bernard de Fontenelle, par exemple, dans un morceau qui est très très bien connu, la légitimité du terrain dans les savoirs naturalistes est une invention de la génération de Plumier. Pour Fontenelle, je cite, les seuls livres qui ont instruit ces savants sont non pas ceux
des bibliothèques, mais ceux qui ont été jetés au hasard sur la surface de la Terre et qu'il faut se résoudre à la fatigue et au péril de les rechercher et les ramasser. Et Carl Linné, législateur en période du monde naturel un demi-siècle plus tard, trace une ligne droite entre la génération de plumiers, d'une part, et l'articulation heureuse entre État et sciences d'outre-mer, qu'il veut la clé des explorations de son temps. Et pourtant, lorsque nous nous confrontons à l'archive des plumiers telle que nous la retrouvons aujourd'hui, on constate que sa matérialité est le produit de plusieurs mains et de plusieurs temporalités. Celle du terrain, qui est évidente, enfin, voilà, celle du terrain, de l'acte de composition dans le terrain, qui va pourtant au-delà de la seule figure de l'auteur, celles ultérieures qui ont transformé une archive hétérogène et multiforme dans un soigné recueil iconographique relié au Marocan rouge et aux armes d'un empereur qui n'a vécu que 100 ans après Plumier, Napoléon Ier. Donc, saisir le terrain naturaliste à partir des traces qui nous sont parvenues jusqu'à nos jours passe donc par comprendre les fabriques multiples de son archive. Et je voudrais donc me concentrer sur 4 espaces et 4 épisodes de leur construction: le terrain lui-même, la métropole, le cabinet de travail et les vies patrimoniales de l'archive après la mort de l'auteur. Et je fais une pause pour confirmer que vous voyez effectivement, voilà, j'ai confirmé, ce qui se passe dans l'écran. Donc, loin, premier épisode, les terrains sur les terrains, et loin d'un espace vierge, les terrains de Plumier est travaillé par des dynamiques qui vont bien au-delà du champ savant. Du moment de sa première arrivée aux Antilles en 1687 et jusqu'à son départ définitif lors de son 3e voyage en 1697, Plumier construit son terrain au fil des possibilités et des limites d'une occupation française du territoire récente et très multiforme. La présence française sur les îles remonte à peine à 50 ans et devient particulièrement fragile lors de la guerre de 9 ans, avec laquelle les voyages du naturaliste coïncident presque mois par mois. L'autorité royale en particulier, plutôt que la présence française, l'autorité royale sur laquelle repose le travail du naturaliste est encore plus jeune et incertaine face aux menaces étrangères, bien sûr, mais aussi la résistance des colons, jaloux de leur autonomie face à un pouvoir métropolitain. Plumier arrive dans les îles 9 ans après que la couronne a repris en main, au moins formellement, des territoires jusqu'alors dans les mains des seigneurs propriétaires et qu'elle déploie pour la première fois une administration exiguë sous la forme notamment des intendants de la marine et des différents agents de la marine. Une analyse de l'archive de Plumier révèle une cartographie de l'exploration qui en fait calque cet inégal déploiement du pouvoir royal, plutôt que la présence française, du pouvoir royal sur le territoire. Il parcourt notamment le cœur colonial du Caraïbe français, c'est Martinique et Guadeloupe que vous voyez sur la carte, avec des courts séjours dans des territoires plus contestés et isolés, l'île de Saint-Domingue sur Hispaniola, partagée avec les Espagnols, ou l'île de Saint-Vincent, dernier bastion, que vous voyez tout au sud, de natifs caraïbes dans la région. À une échelle géographique et sociale plus resserrée, le terrain de Plumier est encore plus étroitement articulé à ces jeunes réseaux monarchiques. Et par exemple, son passage par Saint-Domingue en est un bon exemple. Les explorations de Plumier dans un territoire isolé, faiblement habité et encore largement dans les mains de flibustiers et de boucaniers ne sont pas celles d'un naturaliste dans un territoire vierge, mais celles d'un client, au sens patronal, le sens du patronage, un client du gouverneur Pierre-Paul Tarrant de Cussy. Du début à la fin de son séjour, Plumier fait partie de la suite militaire du gouverneur, qu'il suit dans ses déplacements et qui met des ressources matérielles et humaines au service des travaux du savant. En janvier 1690, par exemple, Plumier compose sur le bord du lac Miragoâne, sur la péninsule du Tiburon, que vous voyez là sur la carte, certains des peu dessins anatomiques dans son archive, comme ces dessins du crocodile fantastique et merveilleux, qui sont la raison pour laquelle j'ai commencé avec Plumier. Mais il le fait en compagnie d'un chasseur, d'un soldat et d'un esclave africain qui ont été mis à sa disposition par Cussy. Des collaborateurs qui n'apparaissent pas, qui vont disparaître de son archive et des dessins, mais qui on peut retrouver à partir d'une source comme les journaux de voyage. Mais l'intimité des Plumier avec les agents de l'administration monarchique sur les îles n'est pas
nécessairement le versant savant d'un projet colonial lancé depuis la métropole. Avant que les Antilles et Saint-Domingue en particulier se transforment dans des puissances sucrières esclavagistes qu'on connaît très bien pour le XVIIIe siècle, les îles restent en fait, comme l'a écrit Colbert à la fin des années 1660, un bout du monde fort négligé par Sa Majesté. Et cette marginalité des Antilles dans l'imagination impériale française, à cette période très particulière, devient particulièrement évidente pendant la guerre de 9 ans. Alors pourquoi la monarchie paye un naturaliste pour arpenter ces territoires? Et les raisons nous amènent en métropole, à ce deuxième épisode dans la vie de l'archive de Plumier. Le type des terrains que Plumier construit dans son archive, c'est-à-dire une nature exotique saisie avant tout dans son versant visuel, n'est qu'une proposition parmi d'autres. Et le succès de cette proposition ne dépend pas tant d'un projet colonial qui instrumentalise la recherche naturaliste outre-mer que des aléas propres au patronage. Et un exemple, les premiers voyages de Plumier en 1687, comme je le dis, le seul qu'il n'entreprend pas lui seul, mais en tant qu'assistant d'un apothicaire nommé Joseph Donat Souriant. Souriant, en fait, s'était rapproché de l'intendant de la marine à Marseille, Michel Bougon, que vous voyez ici, qui négocie pour lui le soutien de la couronne pour inventorier les usages médicaux de la flore antillaise. Et c'est Souriant qui engage Plumier comme des... Alors, retour en France, néanmoins, alors que les pointues études pharmacologiques de Souriant peinent à retenir l'intérêt de ses patrons dans l'administration métropolitaine, les spectaculaires dessins de Plumier capturent l'imagination de Bégon. Et Bégon, vous le voyez là sur l'image dans une gravure assez bien connue aussi. Bégon est en fait un des grands amateurs et collectionneurs d'art, d'histoire naturelle et d'objets exotiques du règne de Louis XIV. Alors que Souriant et ses travaux tombent dans l'oubli, Plumier, ce qui est intéressant, commence après ses premiers voyages sa carrière comme client de la monarchie grâce à la médiation de Bégon. On lui accorde le soutien pour 2 autres voyages aux Antilles, comme on le sait, qu'il entreprend cette fois-ci toute seule et avec le but explicite de continuer son archive iconographique de la nature antillaise. Ce qui me semble fascinant, c'est que la nature antillaise qu'il présente à des patrons métropolitains, comme Bégon par exemple, n'est pas toujours la même qu'il rencontre ou qu'il peut rencontrer sur les îles. Et un exemple sont ces 2 portraits d'une femme et d'un homme caraïbe. Ils sont dans un recueil de dessins très soignés, qui ne sont pas parmi les volumes du muséum, et ça c'est important, mais qui ont fini en fait dans la collection privée de Bégon. Bégon avait une expérience directe en fait des Antilles, où il avait été intendant quelques années auparavant. Mais son imagination des îles était fortement aussi travaillée par les gravures des relations de voyage dont il était un fervent collectionneur. Les dessins du recueil, où sont les portraits des Caraïbes, montrent à Bégon et à ses autres patrons en métropole, non pas tant un terrain étrange et méconnu, un terrain nouveau à arpenter, mais plutôt des thèmes qui étaient au cœur de l'imagination que les élites françaises se faisaient des Amériques en général à la période. Et on a l'ananas, la fleur de la passion, le canoë, les Caraïbes, et une vision stéréotypée des Caraïbes en tout cas. En fait, à la différence de son archive de travail, les dessins de ce recueil en particulier, qui n'est pas dans l'archive à proprement parler tel qu'on la retrouve aujourd'hui, présente à ses patrons métropolitains des thèmes de la tradition iconographique livresque, depuis Gonzalo Fernández de Oviedo jusqu'à l'histoire du Brésil de Willem Piso et Georg Margraaf. Et c'est le cas aussi des portraits des Caraïbes, en fait, qu'il tire largement de ceux publiés 30 ans auparavant par les missionnaires Jean-Baptiste Dutertre. Donc, en fait, on ne sait pas si Plumier a rencontré des Caraïbes pendant ses voyages. Leur population était en véritable déclin à la période, et il était en partie à cause des mêmes administrateurs royaux sur les îles sur lesquels Plumier dépendait pour ses explorations. À plusieurs reprises, ces administrateurs, qui étaient des patrons de Plumier sur les îles, avaient sollicité sans succès à la métropole pour éradiquer les dernières populations natives des îles, rassemblées notamment dans l'île de Saint-Vincent. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Plumier mentionne peu les Caraïbes, en fait, dans ses descriptions de son archive, sauf pour cette recueil.
Et lorsqu'il les mentionne occasionnellement, les manières dont les natifs emploient, par exemple, les plantes que Plumier étudie, etc., il tire ces informations plutôt de ses échanges avec les colons français, plutôt que par un contact direct avec les Caraïbes. Le recueil qui contient ces portraits, donc, est une exception dans une archive qui capture la société antillaise du point de vue de ses patrons insulaires, avec ses angles morts compris. La tradition livresque récente, et on voit qu'il n'utilise pas les anciens, mais il remonte tout au plus à des ouvrages très très bien diffusés du XVIIe siècle au plus tôt. Cette tradition livresque récente sur les Amériques travaille en fait toute l'archive de Plumier, quoique de manière différente à celle dont il façonne le recueil avec lesquels il capture l'attention de patrons où il y avait les portraits des Caraïbes. Dans son archive de travail, le terrain émerge non pas comme une alternative au monde des livres, comme le voulait Fontenelle, mais comme un espace de comparaison, de corrélation et de vérification entre la tradition livresque et la réalité observable, comme l'a rappelé Nathalie Weyman ce matin. Et un exemple à nouveau sont les dessins du crocodile qu'il dissèque au bord du lac Miragoâne avec l'aide des soldats esclaves du gouverneur de Saint-Domingue. En même temps qu'il démembre l'animal dans ses dissections et ses dessins, Plumier compare la carcasse qu'il a sous les yeux avec la description du crocodile d'une île qui est fait le polygraphe danois Oleborg Borrichius. Plumier repère ce que Borrichius appelle les pyglottes, il rapporte une masse tendre et rougeâtre à ce que Borrichius identifie comme les reins, il se plaint de ne pas retrouver un tube osseux décrit par l'auteur, etc. En fait, l'observation naturaliste que l'observation naturaliste est une affaire largement érudite, on le sait depuis longtemps, ça a été rappelé ce matin, mais ce qui m'intéresse de souligner en particulier, c'est que l'outil que Plumier utilise pour s'approprier le terrain, les prises de notes graphiques et textuelles, est en même temps celui qu'il emploie pour s'approprier la tradition livresque à laquelle il rapporte ses observations. Et un exemple sont ces deux cahiers des dessins de la main de Plumier. Donc, ces cahiers, encore une fois, ceux-là aussi, comme les recueils avec les portraits des Caraïbes, ne font pas partie de l'archive telle qu'on la retrouve aujourd'hui au muséum. Plumier, il fait acte de compilation livresque, non seulement des textes, mais aussi d'images. Il résume, par exemple, un manuel d'anatomie et un dictionnaire de botanique, mais il recopie aussi avec des modifications des images des plantes qui étaient déjà parus dans des ouvrages d'histoire publiés, d'histoire naturelle plus ou moins contemporains, comme celui de Joseph Piton de Tournefort, qui a été mentionné ce matin, ou ceux de Piso et Margrave sur le Brésil, qui a été si bien étudié par Nils Saphir, qui est présent aussi. Plumier, en d'autres mots, lit la plume à la main, et il le fait comme on l'a fait en Europe depuis la Renaissance, en tirant des extraits, en les recopiant à la main, en les modifiant, mais il réadapte aussi cette tradition humaniste textuelle pour les images imprimées qu'il tire, qu'il trie, qu'il corrige et qu'il réorganise pour leur donner des usages et des sens nouveaux. Comment arrive-t-on alors de cette archive polyphonique et multiforme que Plumier construit entre le terrain et le cabinet, traversée des contraintes et des traditions diverses, à l'archive éminemment iconographique et empirique des volumes qu'on retrouve aujourd'hui dans le Muséum de Paris. Et ça, c'est le dernier épisode que je voudrais, par lequel que je voudrais aborder aujourd'hui dans la vie de l'archive de Plumier. Plumier meurt à Cadiz, en Espagne, en 1704. José, excusez-moi, 3 minutes. Oui. Oui. 3 minutes. Parfait. Merci. Plumier meurt à Cadiz, en Espagne, en 1704, en pleine guerre de la succession de l'Espagne, juste avant de pouvoir s'embarquer vers l'Amérique espagnole. Il laisse dans son couvent parisien un fonds d'autour de 10 000 volumes. Si son archive n'était pas de son vivant le produit d'une volonté monarchique d'inventorier la nature antillaise pour mieux la posséder, elle ne le deviendra pas non plus après sa mort. Ces papiers tombent dans un long oubli après la mort de leur auteur et dont ils ne seront pas réveillés que 60 ans après sa mort, de la main d'un individu que vous avez là, qui s'appelle Hugues Adrien Joly. Joly est le gardien du cabinet des estampes à la Bibliothèque royale, où il triplique les collections royales de dessins
et d'estampes pendant son mandat. Et l'archive des Plumiers fait partie de cette politique d'expansion des Joly dans les cabinets des estampes. Il fait confisquer l'archive de Plumier au couvent des Minimes en 1767 et le transfert et les opérations de Joly réinscrivent l'archive dans deux préoccupations nouvelles de son temps. La première est une conceptualisation plus étroite du lien entre État monarchique et savoir d'outre-mer qui retrouve son acmé avec le célèbre retour de l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville à peine 9 mois avant que Joly s'empare de l'archive de Plumier. Et le deuxième contexte est celui de l'émergence de nouvelles formes de sociabilité dans le monde de l'art, structurées autour de la figure de l'amateur, étudiée par Charlotte Guichard en particulier. Et en fait, Joly opère dans le cabinet des estampes comme un amateur d'art dans sa collection privée, avec un œil centré sur l'élément visuel et une notion à lui spécifique au milieu du XVIIIe siècle d'originalité artistique. Les simples transferts physiques des papiers des Plumiers à la Bibliothèque du Roi, ainsi que le vocabulaire qu'il utilise pour les justifier, instillent dans les archives de nouvelles interprétations du rapport de Plumier au terrain et à la monarchie. Il insiste en particulier que Plumier était un pensionnaire du roi, alors que ça était vrai certainement pour un voyage, peut-être plus deux, mais pas tous les voyages. Et il dédommage les Minimes, non pas pour un échange de l'archive, mais pour avoir gardé la propriété du roi pendant 60 ans. Joly redéfinit aussi les contours matériels du livre, ce qui m'intéresse tout particulièrement, je finis en 1 minute et demie. Pendant le séjour de Fond de Plumier à la Bibliothèque du Roi, les bibliothécaires de cabinet des estampes, Joly et ses successeurs, opèrent des tris et des réorganisations. Ils séparent les brouillons et une grande partie des textes pour concentrer l'archive sur les dessins les plus achevés. Les cahiers de lecture, où Plumier extrayait et retravaillait des images déjà imprimées, sont écartés et dûment identifiés comme non pas des originaux, alors qu'ils sont de la main de Plumier, mais autre chose. Et il réorganise enfin les feuillets volants originaux de l'archive dans des volumes qui seront par la suite reliés aux armes de Napoléon Ier, comme vous le voyez ici. Et il transforme, ce faisant, une archive hétérogène et multiforme dans un recueil éminemment iconographique, structuré autour d'une certaine notion de l'originalité et du terrain. Donc, je vais insister en conclusion tout d'abord sur un point qui a été souligné depuis longtemps par l'histoire du livre, qui a été souligné par l'histoire de l'exploration depuis longtemps ici et dans ces colloques, qui est que les auteurs ne font pas leurs œuvres, même pas celles qui restent manuscrites. Il vaut peut-être la peine de le rappeler pour le milieu manuscrit. Et que l'archive de Plumier révèle des acteurs qui vont bien au-delà de la figure orthographe de Plumier. Mais elle révèle aussi, par ses vies multiples et sa matérialité changeante, un terrain qui n'est pas univoque, à capturer et représenter avec plus ou moins d'exactitude par le savant, mais une multitude de terrains, certains voulus par son auteur, certains non, certains contemporains à l'exploration, certains non, et qui s'imbriquent dans les traces du voyage qui sont arrivées à nos jours. Et je conclus là-bas, ici, avec 1 minute de retard. Et encore mes excuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José. C'est d'autant plus frustrant pour vous que les temps sont comptés. En outre, j'avais oublié de préciser aux collègues qui ne vous connaissent pas que vous avez à peine achevé une bourse Marie Curie prestigieuse, donc intitulée sous le titre intitulée Scribal Science, French Naturalist Paper Empire. 1660-1830, et donc on voit bien comment toute cette réflexion sur la matérialité, sur cette longue vie du terrain est au cœur de vos recherches, et le travail que vous avez fait sur Plumier de ce point de vue-là est tout à fait exemplaire. Donc merci encore beaucoup pour ces nouvelles pistes autour de la science en train de de la production des savoirs en train de se faire, et des itinéraires, des voyages, de ces différents lieux sur lesquels vous avez beaucoup insisté de manière tout à fait intéressante et originale. Si certaines ou certains collègues souhaitaient poser des questions, commenter, intervenir. Oui, il y a une question dans la salle. Vous voyez la salle ou pas du tout? Non, je ne vois pas la salle et j'entends très bien celui qui présente, qui est à la table, mais j'entends un peu plus mal. D'accord, ne vous inquiétez pas, il va y avoir... Non, mais on va parler au micro. On va faire passer le micro. Si, José Beltrán, si vous pouvez arrêter la présentation, on verra en plus grand, par ailleurs. C'est bon. Voilà. C'est bon.
Oui, bonjour José, c'est Maxime Martignon. On se connaît, on a échangé quelques mails déjà à plusieurs occasions. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur Bégon. Et c'est donc pour ça que je posais la question. Alors, j'ai une question d'abord un peu d'érudition. Tu as présenté au début un petit extrait qui venait de la Oak Spring Garden Library. Alors, moi, évidemment, là, je bouillonne et j'ai envie de savoir ce que tu as vu là-bas, parce que c'est a priori des choses qui viennent des archives de Bégon. Et donc, voilà, est-ce que tu pouvais faire un lien avec ça? Et puis d'autre part, je voulais dire, vraiment le passage avec du tertre, là, avec les images que tu as mis en parallèle, ça fait vraiment système sur l'idée de la continuité de Plumier c'est-à-dire du tertre, on a souvent l'impression qu'il est là en train de proposer un certain type d'agenda colonial très pour les plantations et pour ces choses-là. Et donc le fait que ça se retrouve dans les recueils de Bégon, là j'ai trouvé la démonstration vraiment éclatante. Merci pour ça. Merci beaucoup Maxime. Et désolé de ne pas nous retrouver finalement en personne, mais Antonella, vous êtes là? Je n'ai pas pu entendre très bien la question. Vous n'avez pas compris la question? Je n'ai pas pu entendre. Je vous entends mieux à vous. Alors, peut-être si vous venez. Enfin, c'était une question d'érudition. Pendant que la question arrive, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, on va toutes les prendre et vous pourrez répondre de manière peut-être plus synthétique à l'ensemble des questions. Vous allumez le micro, s'il vous plaît. Comme ça. Voilà. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà, alors comme ça, c'est plus simple. Alors, la première question, c'était « Qu'est-ce que tu as vu à la Oak Spring Garden Library ?» Et la deuxième, c'était comment tu réarticules le beau recueil manuscrit de la BNF avec du tertre et la possibilité éventuellement d'y voir un type d'agenda colonial ou pas. Voilà, simplement. Oui, merci beaucoup. En fait, les manuscrits de la Oak Spring Garden que nous connaissons les deux sont magnifiques parce que c'est les seules copies que nous avons des journaux de Plumier. Et ça, c'est intéressant, mais c'est aussi problématique parce que ce n'est pas n'importe quel journal, c'est des copies des journaux qu'il présente aussi à Bégon. Et comme j'ai tenté de le présenter, c'est qu'il présente à Bégon, ce n'est pas exactement ce qu'il voit ou ce n'est pas exactement ce qu'il capture dans son archive, c'est quelque chose d'autre. Et c'est des copies très soignées. Une d'entre elles est par exemple de la main dans un scribe. Et il y a plusieurs copies, certaines peut-être qu'il y a des documents de Bégon, mais en tout cas, il me semble important de souligner que ça fait partie de la collection de Bégon et donc il y a ce filtre-là dans les matériaux que Plumier présente. Mais il nous donne une entrée que nous n'avons pas dans l'archive, comme par exemple, qui accompagne Plumier dans ses explorations. Et apparemment, il utilise très librement des esclaves africains ou afro-américains, comme il était habituel pour les religieux antillais français, en fait. Et les recueils très, très particuliers de la BNF est aussi une présentation à Bégon. Et je ne sais pas s'il voit tellement là un projet colonial naissant, parce que j'ai du mal à tracer ces lignes droites entre Plumier et d'autres choses qui viennent après. Mais ce que je vois surtout, c'est une copie à nouveau de présentation où on ne montre pas un territoire inconnu et arpenté. Ça, c'est ce que Plumier fait dans son archive de travail, consulté par les naturalistes. Là, il présente une chose qui répond aux expectatives fortement façonnées par la littérature de ses patrons métropolitains et pas insulaires.